Eh bien, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs M. Schutz parce que c'est grâce à lui que je suis là. Pour la 3e année consécutive, il m'a invitée à l'île de la Réunion et c'est par le biais de mes passages à l'île de la Réunion qu'on s'est fait connaître et Maurice nous a invités. Alors, je suis très, très heureuse d'être là. Le thème dont je vais vous parler, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. La plupart des parents ou même des adultes qui travaillent avec des enfants aimeraient que ça se termine avec le début de la phrase. Parler pour que les enfants écoutent. Non, mais c'est vrai, parce que si les enfants écoutaient, on n'aurait plus de problème, nous les adultes, hein? Le problème, justement, c'est que la deuxième partie est très, très importante. Écouter pour que les enfants parlent. Très difficile. Pourtant, on dit dans la méthode, quand un enfant se sent bien, il se comporte bien. Et je pourrais même ajouter à ça, quand un enfant se sent bien, il apprend bien. Alors nous, les adultes, à quelque part, on n'a pas vraiment le choix de s'occuper de leurs sentiments. Mais les sentiments, c'est quelque chose qu'on ne voit pas passer dans la rue. Hein? C'est très... On en a même peur. On est dans une société où parler de ses sentiments, c'est même vu comme être faible. Pourtant, moi, je dis que les sentiments, c'est un peu comme un thermomètre qu'on a à l'intérieur de nous pour prendre la température avec l'extérieur. Oui, aujourd'hui, c'est très chaud. Hein? C'est pas avec les sentiments, c'est plutôt avec notre peau qu'on sent la température extérieure. Mais l'enfant a vraiment besoin qu'on écoute ses sentiments. Par exemple, on a tendance, un enfant qui tombe puis qui se fait mal, il se met à hurler. Notre tendance, c'est « Arrête! C'est pas si grave que ça! C'est juste une petite égratignure! » Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on va dans ce sens-là, plus la crise grossit. Parce qu'en plus d'avoir sa petite égratignure, il y a un adulte qui ne l'entend pas. Alors, comme disait M. Schutz, vraiment, les habiletés Faber-Maslich, c'est du pratico-concret. Okay? On apprend la base. On apprend, par exemple, que ce qu'on fait habituellement pour faire coopérer les enfants, pour faire coopérer les enfants, ou même dans la non-écoute des sentiments, ça ne marche pas. Puis pourtant, on répète les mêmes choses, tout le temps, encore et encore. Par exemple, l'enfant qui a fait un beau petit lapin à l'école. L'oreille est cassée. Là, il arrive à papa pour lui parler de l'oreille qui est cassée. Hein, puis il est tout triste. Alors, une conversation d'un papa qui fait de son mieux, ça ressemble à... Le petit gars, il dit, « J'ai fait un lapin à l'école. Et il s'est cassé. » Papa, il dit, « Pas de raison de pleurer pour ça, hein? C'est juste une oreille cassée, hein? » Mais, solution logique, ça ne marche pas. Ça ne semble pas travailler. Le papa, il continue, hein? Il est dans la même veine. « Tu peux faire un nouveau lapin. » On est très, très vite, les adultes, à donner des solutions aux enfants, hein? Ça ne marche pas. Ils ne vont pas faire ce qu'on leur dit, mais on continue de faire la même chose. « Je ne veux pas un lapin, c'est celui-là que je veux. » Bien sûr, il va tenir à celui qui est cassé. Alors, variation, même thème avec peu importe l'âge, hein, c'est la même chose. Quand nos sentiments sont niés, c'est l'inverse qui se passe. Pourtant, on a l'impression que ça va se calmer, mais l'enfant qui fait une crise pour des bonbons en sortant du supermarché, hey, c'est gênant, hein? Les parents, on est embêtés par ça, hein? On voudrait donc qu'ils se taisent.
Chut, c'est pas grave. Non, tu peux pas en avoir. Non, non, c'est pas bon pour les dents. On va sortir toutes sortes d'explications logiques. Hein. Mais quand on est dans la logique, quand un enfant est dans ses sentiments, la logique, ça fonctionne pas. C'est pareil comme si on parlait deux langues. C'est pareil comme si l'enfant, il parlait, je sais pas moi, chinois, puis les parents, ils parlent créole. Ça fonctionne pas. Quand on parle deux langues différentes, on ne s'entend pas. Alors, ce qui va aider l'enfant, c'est parler dans la langue des sentiments. OK? Et la langue des sentiments, c'est bizarre qu'on ne l'utilise pas parce qu'elle est beaucoup plus simple qu'on le pense. Hein? On apprend, entre autres, que se taire, la première chose à faire. On parle trop, les adultes. On parle beaucoup trop. C'est bizarre parce que quand on parle des sentiments, on a l'impression que ça ne va pas marcher, que l'enfant va pleurer encore puis encore plus fort. Pourtant, juste votre écoute va aider. Là, le petit garçon, il dit, « La maîtresse nous a donné de l'argile, puis j'ai fait un lapin, mais il est tombé, son oreille s'est cassée. » Papa dit rien. Quand il y a de la peine, quand il y a de la colère, quand il y a des sentiments, habituellement, c'est là qu'on perd notre capacité d'écouter. Hein? Et là, papa, il a suivi un atelier Faber-Maslich. Et parfois, un simple mot comme « oh », « leur montre que vous comprenez. Alors, papa, cette fois-là, il dit juste « oh ». L'enfant continue. Et puis maintenant, mon lapin, il a juste une oreille. Non, vous savez, ça ne fonctionnera pas tout le temps, les oh, les tout ça. Mais déjà, l'enfant, vous avez vu, il continue à parler, hein? Ah ouais. Parce que là, si l'adulte en prend la parole à ce moment-là, c'est clair que l'enfant ne parlera plus. OK? Une chose qui va l'aider à l'explorer encore plus loin, ça va être de nommer ses sentiments. Donc, oh, l'enfant parle, puis là, quand il s'arrête, puis il ne parle plus, on essaye de résumer c'est quoi son sentiment. Par exemple, papa, ici, il dit « ça doit être frustrant », ou il aurait pu être « t'es vraiment déçu », ou il aurait pu dire « t'as de la peine ». L'idée ici, c'est de parler dans le langage des sentiments, pour que l'enfant puisse aller vérifier à l'intérieur qu'est-ce qui sonne juste. OK? Puis à partir de là, on a d'autres techniques aussi. Des fois, on pourrait même juste utiliser l'imaginaire. OK? Du genre, hey, je parie que tu souhaiterais dire « abracadabra !» Et puis là, ton oreille de lapin, il repousserait. Alors, écouter les sentiments, c'est pas être en conflit l'un avec l'autre. Du moment, moi, je compare ça des fois aux arts martiaux. On va dans le sens. Puis ce qui se passe, c'est que l'enfant, il parle. Puis à un moment donné, là, j'aime bien parler, à l'île de la Réunion, je parle souvent du volcan intérieur. Hein? Le volcan, il se calme. Après, l'enfant est capable de passer à sa tête. Et le plus bizarre, c'est qu'il trouve ses solutions lui-même. Ouais, peut-être que j'en ferai un autre quand je retournerai à l'école. OK, ça a l'air simple comme ça, hein, mais ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout parce que, habituellement, les colères des enfants, ça nous fait peur. Par exemple, votre enfant s'en vient de l'école puis il dit « Le chauffeur d'autobus a crié après moi puis tout le monde a ri. Qu'est-ce que t'as fait? » Ou la maman qui dit, ou l'enfant qui dit, à l'école, la maîtresse m'a disputé puis elle m'a donné une punition. Qu'est-ce que tu as encore fait? C'est quoi le problème? Du moment que les sentiments de l'enfant réveillent nos sentiments d'adulte, les oreilles nous tombent. C'est un peu comme si, je ne sais pas moi, on a deux oreilles et une langue, mais on se sert beaucoup plus de la langue que des deux oreilles. Vous avez remarqué ça?
Alors ça, dans la méthode Faber-Maslich, c'est la toute première étape. Apprendre à accueillir les sentiments des enfants. Et c'est vraiment pas chose facile. On n'est pas habitué à ça. On n'a pas grandi dans des sociétés où on donne de l'importance à ça. Et puis, c'est pas juste une question de mots, c'est une question d'attitude, hein? Par exemple, l'enfant qui fait une grosse crise de colère, là. Arrête, t'es pas raisonnable! Ça, c'est les techniques habituelles, hein? À la place, ben, c'est sûr que s'il fait sa grosse crise de colère, puis vous le regardez, puis vous dites « Ouais, t'es fâché, hein? » Ça ne marchera pas non plus. Donc, ce qui vient avec les mots, c'est l'attitude aussi. OK? Alors déjà, se pencher puis dire « T'es vraiment fâché! » Il y a quelque chose qui t'a mis en colère. Ouais! Puis là, l'enfant va parler. Puis là, on continue d'écouter. Et puis là, il parle. Puis à un moment donné, le volcan, il se calme. On m'a dit qu'à La Réunion, là, c'est un des volcans les plus actifs au monde, mais les moins dangereux. Pourquoi? C'est parce que régulièrement, il pète. Il pète. Alors, quand il pète, là, c'est un peu comme s'il il laisse sortir le trop plein de vapeur. Alors, nous, les adultes, si on pouvait apprendre, au lieu de faire des grosses explosions, parce qu'on a appris ça, hein? Vous avez appris ça, vous autres aussi, que quand on a des sentiments que les autres ne veulent pas entendre, là, c'est un peu comme si on met le couvercle sur le volcan. Qu'est-ce qui arrive quand on met un couvercle sur un volcan? Ça prend de la force, hein? Puis quand le couvert, il va sauter, ça va éclater, puis ça va blesser beaucoup de monde. La colère va être beaucoup plus grosse. Alors, le truc, on apprend aussi dans la méthode que non seulement on écoute les sentiments des enfants, mais on parle des nôtres. Comme parents, on a des sentiments, nous aussi. C'est dur élever des enfants. C'est la tâche la plus difficile au monde. Avez-vous remarqué que le mode d'emploi n'était pas sur le placenta? Moi, j'ai déjà entendu une maman me dire, là, moi, là, on parle beaucoup d'humour aussi, utiliser l'humour avec les enfants. Hein, des enfants qui font des crises, on ne pense pas d'utiliser l'humour, hein? Non, on s'arrache les cheveux, on s'agrippe. Pourtant, les enfants, ils réagissent si bien à l'humour. Alors, je me souviens d'une maman qui m'a justement dit ça. Elle dit, moi, l'humour, il est passé avec mon placenta. Non seulement le mode d'emploi n'était pas sur le placenta, mais l'humour est passé aussi. Alors, c'est une autre habileté qui est très difficile à apprendre, c'est de parler de nos sentiments. Quoi d'autre encore? Ben, vous vous doutez qu'on a tellement parlé toute l'avant-midi, mes collègues, tout le monde, on parle d'éducation bienveillante, d'accompagnement bienveillant. C'est quoi la bienveillance? On peut mettre plein de mots là-dessus, hein? On a tous chacun notre propre définition de la bienveillance. Pour moi, être bienveillant, c'est pas tout à fait être gentil. J'ai un peu peur quand on associe ces mots-là. Parce que des fois, on n'a pas envie d'être gentil. Pas du tout. Ray McGinnis, qui est à la base de l'approche, il disait même, on peut être un petit peu plus gentil qu'on le ressent, mais pas beaucoup. Alors, essayer d'être gentil, des fois, c'est mettre le couvercle sur le volcan, et puis ça va exploser encore plus fort la fois d'après. Hein? Vous avez essayé ça, d'être gentil, hein? À un moment donné, vous en avez marre d'être gentil, hein? Vous voulez éclater comme le volcan, mais ce qu'on apprend, c'est parler de nos sentiments à la place. Je suis en colère. J'ai demandé 2 fois pour que les jouets soient rangés, puis ils sont encore là. Puis vous savez quoi? Les enfants, on pense qu'ils font exprès de faire fâcher les adultes, mais au fond, moi, je suis convaincue que la plupart des enfants, ils veulent plaire aux adultes. Moi, je connais même des grands-enfants qui veulent encore plaire à leurs parents. Alors, quand on parle de nos sentiments, c'est très puissant. Très, très puissant. Difficile à apprendre. Alors, même avec les ados, ça marche. Avez-vous remarqué que plus les enfants grandissent, moins ils parlent?
Pas étonnant. On parle à leur place. On décide à leur place ce qui est bon pour eux. Alors, ils n'ont plus rien à faire. Ils vont juste s'asseoir là, puis ils vont attendre que les adultes décident. Hein? Bof. C'est problématique, parce que moins les ados parlent, ben, plus ils renferment de choses à l'intérieur. Et on a toutes les statistiques qu'on a vues ce matin, ça fait peur. Hein? Le deuxième plus haut taux de mortalité chez les ados, le suicide. Ben, pourquoi ils se suicident? On ne les écoute pas. On n'a pas appris à les écouter. OK, je pourrais vous parler de l'écoute, de l'empathie, tout ça pendant des heures. Mais OK, on a besoin de techniques pour les faire collaborer aussi. Hein? Il faut quand même que ça se brosse les dents, qu'ils fassent leur chambre. Donc, effectivement, ici, dans la méthode, au lieu d'utiliser « Hey, t'as pas encore... » Non, mais ça fait 10 fois que je te demande de faire ta chambre, là, puis tout est encore en désordre. Je peux même pas me rendre jusqu'au panier de linge sale. Ben, on pourrait, dans un cas de même, utiliser un mot, « ta chambre ». Et non, c'est cool, hein? Parce qu'un mot, là, on peut mettre tout le ton de voix qu'on veut dedans. Même quand on est en colère, ça peut paraître dans le paraverbal. « Ta chambre ». Vous le sentez, hein, que je commence la moutarde commence à monter, là? Donner de l'information. Ben, il y a une chambre qui n'a pas été faite depuis 2 mois environ. Non, mais vous allez dire, c'est trop simple, hein, Roselyne, des petites techniques comme ça ne marche pas. C'est vraiment bizarre. Il faut les essayer. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand ça ne fonctionne pas, on en a d'autres. On a plein d'outils. À la limite même, on va utiliser la fameuse résolution de problème. Carrément, pour le problème de la chambre, on va s'asseoir tous les deux. Et puis, première étape, c'est toujours la première étape, hein? L'écoute des sentiments de l'ado. Ouais, toi, là, si c'était rien que de toi, ta chambre, là, elle resterait comme ça tout le temps. Hein? Tu te retrouves, tu es correct avec ça, tu es bien là-dedans. Hein? Ouais, je te dis toujours, maman, laisse-moi tranquille, avec ma chambre. Ouais, OK. Le problème, c'est que moi, deuxième étape, je parle de mes sentiments. Le problème, c'est que moi, une chambre comme ça me fatigue. Puis je peux même pas trouver qu'est-ce qu'est le linge propre puis qu'est-ce qu'est le linge sale dans ta chambre. Inviter l'enfant ou l'ado à trouver des solutions. Et ensemble, on fait une avalanche d'idées, qu'on appelle dans la méthode, où on va écrire toutes les idées, puis après, on va choisir celles qui nous conviennent à tous les deux. On cherche des compromis. Donc, ce qu'on va garder, ce ne sera pas exactement ce que l'ado veut, pas exactement ce que je veux, mais c'est quelque chose sur lequel on peut s'entendre tous les deux. Puis quand je raconte cette histoire-là, il ne faut pas que j'oublie de vous raconter que moi, mon ado, là, elle ne faisait pas sa chambre la plus vieille. Là, je parle d'expérience, parce que ça, ces méthodes-là, pour moi, ce n'est pas des choses dans les livres. J'ai eu 5 enfants. Des vrais, là, en chair et en os, là. Ils sont tous rendus adultes maintenant. Alors moi, je dis pour que ça fonctionne, une méthode, il faut quand même qu'on soit convaincu. Hein? Il y a une partie de moi qui me disait, bof, c'est sa chambre. OK? Mais il y a quand même une autre partie de moi qui avait peur. Souvent c'est nos peurs de parents, hein, qui font qu'on agisse de telle ou telle façon. On est vraiment guidé par nos peurs. Alors, j'ai essayé, une méthode qu'on utilise pour faire coopérer les enfants, c'est des notes. On leur écrit des notes. Alors, j'ai bien essayé. Sur sa chambre, j'ai mis « zone dévastée ». Approchez à vos propres risques. Ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Quand il y a une chose qui ne marche pas, on a beaucoup d'outils, puis on finit toujours par en trouver un qui va marcher. Mais comme je vous dis, pour le problème de la chambre, je n'étais pas très convaincue, OK? Ce qui fait qu'à un moment donné, même avec toutes mes belles méthodes, j'ai abandonné. Non, mais plusieurs années plus tard, elle a fini le secondaire, elle est à l'université, et je vais à son appartement, ils sont 3 qui vivent ensemble.
Et puis, c'est nickel dans l'appartement. C'est tellement propre. C'est plus propre que chez moi. Alors, je suis toute étonnée. Alors, je dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma fille, ça? Ah, ben, elle dit, maman, on était 3 qu'on n'aimait pas faire le ménage. On a mis nos sous ensemble, puis on a embauché une femme de ménage. Non, elle a trouvé sa solution, hein? Et moi qui me suis cassé la tête pendant des années, j'ai même un peu laissé passer avec ça un peu de notre chère relation, parce que ça revient tout le temps, ces types de problèmes-là, hein? Alors, et pourquoi on se fait des peurs comme ça, comme parents? En tout cas, celle-là, j'ai compris qu'elle n'était pas tout à fait justifiée. Et encore maintenant, mais là, elle est plus vieille maintenant, elle est plus avec d'autres, mais vraiment, elle n'a pas de problème avec le ménage. Vous comprenez bien, je pense que, oui, je parlais tantôt d'éducation bienveillante. Dans la méthode Faber-Madlich, on ne punit pas. On a toutes sortes d'autres méthodes. Alors, effectivement, je vous ai parlé de la résolution de problèmes. Quoi d'autre? On offre des choix. Ça, c'est cool. Je vous raconte une histoire dans un des livres, parce que ça, c'est toutes des histoires qui sont racontées dans les livres, là, sauf mes histoires personnelles. À un moment donné, il y a un directeur d'école qui a entendu parler de la méthode, il a lu le livre, parler pour que les enfants apprennent. Et puis là, il se fait appeler à l'extérieur parce qu'il y a un enfant qui ne veut pas rentrer. Puis là, il s'en va vers l'extérieur en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Va-t-il falloir que je le prenne dans mes bras pour le rentrer? Puis là, il réfléchit, puis là, il arrive, puis là, il y a une enseignante qui est rouge de colère à côté du petit Marco qui ne veut pas rentrer. Première chose qu'il fait, il dit, bonjour Marco. Marco dit rien. Il fait beau aujourd'hui, hein? Tu aurais vraiment aimé continuer. Toi, si c'était juste toi, ça serait la récré toute l'après-midi, hein? Donc, nomme ses sentiments, lui donne ses soins en fantaisie, puis après il dit, OK, mais là, tu as le choix, tu peux rentrer par ce porte-là ou par ce porte-là. Le petit gars, il s'est levé, il a donné la main au directeur, puis il a montré la porte la plus éloignée, bien sûr. Donner des choix plutôt qu'imposer comme on impose tout le temps. Moi, je dis, tous les ordres, les parents, si on réfléchit bien, les parents, les enseignants, les adultes, on peut toujours remplacer un ordre par un choix. Bien sûr, il y a des choses qu'on n'a pas le choix, nous, de leur faire faire. Il faut qu'ils se lavent de temps en temps, hein? Qu'ils se brossent les dents et tout ça. Mais, par exemple, aller se laver, ils ont le choix entre y aller en sautillant ou y aller en marchant comme un crabe. Non, mais vous seriez surpris. Vous essayez ces techniques-là, puis ça marche. Ça a l'air tellement simple que c'est trop simpliste. Vous pensez que ça ne fonctionnera pas. Ça marche. En plus, on a un thème sur l'autonomie. Vous avez parlé beaucoup d'autonomie, mais les gens d'aujourd'hui qui ont présenté avant moi, on apprend plein de techniques pour l'autonomie. Par exemple, au lieu de toujours... maintenant, ça va mieux, par exemple. Google, là, vraiment, quand les enfants ne savent pas quoi faire, moi, je l'aime, le truc de Google. Je me souviens d'une maman qui avait suivi mon atelier. Elle dit, moi, je pense que je n'ai pas trop mal réussi avec l'autonomie de mon fils. J'ai dit, ah ouais? Ouais, elle dit, il avait 12 ans. Et il m'a dit, maman, tu sais, à 12 ans, on ne peut pas faire un prêt, hein, à la banque. Elle dit, ouais, moi, je sais ça, mais comment toi, tu sais? Il dit, je me rappelle, le printemps passé, je voulais avoir un vélo. Alors, comme tu ne voulais pas m'en offrir un, je suis allée voir à la banque. Et ce maman-là, vraiment, ce n'est pas le thème qui lui a plus servi, l'autonomie, hein? Elle avait déjà, je pense, fait un bon boulot de ce côté-là. Quoi d'autre? Ah! Il y a un thème qui est vraiment important. Vous avez parlé d'estime de soi beaucoup, hein? Dans l'approche Faber-Madlich, c'est décourageant. On se rend compte que même des compliments, nos compliments, ils ne sont pas efficaces. OK? En fait, on ne complimente pas vraiment. On évalue. C'est beau, c'est pas beau. T'es gentil,
t'es méchant. En plus, on peut donner un compliment une journée, puis le lendemain, on peut l'enlever, hein? Alors, ce qu'on apprend dans la méthode Faber-Maslich et qui va directement toucher l'estime de soi des enfants, on décrit le comportement qui est digne de louange. Et on parle de nos sentiments. Par exemple, un enfant qui arriverait avec un dessin. On dirait, ouais, c'est comique. Dans un des livres, il y a un auteur qui raconte que l'enfant arrive avec un dessin de la garderie. Là, il est jeune, là, il y a 3 ans. Comment on décrit un truc comme ça? Elle dit, là, je me suis essayée. Au début, j'ai dit, ah, c'est extraordinaire, c'est beau. Puis les enfants, vous savez, quand vous dites c'est beau, c'est extraordinaire, vous essayez d'en mettre plus, là. Bien, ils vous regardent et disent, ah, tu l'aimes pas. Non, parce que trop, c'est comme pas assez. OK? Alors, ce qu'on apprend d'écrire, puis là, elle regarde ça, elle dit, ah, je vois des ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je vois des tortilles. Je vois des slash. Puis la maman dit, ah, comment t'as fait pour penser à ça? Il dit, c'est parce que je suis un artiste. Alors, on apprend dans la méthode qu'on décrit le comportement et l'enfant se complimente lui-même. Wow! C'est puissant comme outil. Dans les livres, il y a une maman qui raconte qu'elle est allée faire ses courses avec son enfant, puis il courait partout. Alors, à la place, elle a décidé de le mettre dans le caddie, comme vous dites. C'est ça, le caddie, ici, à Maurice? Oui. Nous, au Canada, on appelle ça, on met dans le panier ou... OK, dans le caddie. Et puis là, l'enfant, ben, il n'y a pas beaucoup de place, alors il range les choses à mesure, faire de l'espace et tout ça. Puis en plus, ben, les choses qui sont censées, les œufs, le pain, il met par-dessus. OK? Alors la maman, quand elle termine ses courses, elle fait un compliment descriptif à son enfant. Elle dit, « Eh, non, mais ça m'a vraiment aidé, là. Non seulement il y avait de la place pour mettre toutes les choses, mais tu as réussi à mettre les choses délicates par-dessus pour pas qu'ils se brisent. » En tout cas, elle décrit tout ça. Et ça ne s'est pas arrêté là. Hein? Elle est arrivée à la maison, l'enfant lui a aidé à porter tous les sacs. Il l'a aidé à tout ranger. Il est allé dans sa chambre, il a rangé sa chambre. Puis il est allé dans l'atelier de papa, puis il a fait un ménage là aussi. Non, c'est aussi magique que ça, là. Pourtant, tout ce qu'on fait, on décrit le comportement. Et puis ça marche avec des adultes. Un jour, j'étais à Paris, à la gare de Lyon. Et puis on est en train de... Ça va-tu avec le temps, là? Oh, 5 minutes. OK. Ce sera ma dernière. Après, je vous poserai des questions. Je suis à la gare de Lyon et puis je vois un serveur qui saute et il partout, qui est de bonne humeur. Puis à chaque personne qui s'arrête, il y a un éclat de rire. Alors, il sème de la joie partout comme ça, le gars. Il y a même une espèce de gros pilier en béton, puis il saute par-dessus ça pour aller d'une table à l'autre. En tout cas, assez extraordinaire. Puis le gars, il arrive à moi, puis tout ce que je fais, je décris. Ah, j'ai demandé son nom. Je dis, comment tu t'appelles? Il dit Ludovic. Ah, Ludovic, c'est joli. Puis là, il me regarde. Ah, vous êtes Canadienne, hein? Je dis, ouais. Ah. Il dit, je suis en amour. OK, ben là, c'était déjà un petit peu trop, là, mais quand même. Alors, je continue mon histoire. J'ai dit, hey, je remarque, Ludovic, que tu as l'air de vraiment aimer le travail que tu fais, hein? À chaque fois que tu t'approches d'une table, il y a un éclat de rire. Je te vois sautiller par-dessus des piliers de béton pour aller à la table d'à côté. Je décris tout ça. Il me regarde encore une fois avec un grand sourire. Non, mais vous m'amenez au Canada? Attendez, là. Et c'est rien du service que j'ai eu par après, là. OK? Il est venu, quand c'était le temps de venir porter la note, ben, il a mis des chocolats. J'adore le chocolat. Des amandes au chocolat. J'ai fait « Waouh, j'adore ça! » Et là, il me regarde avec un sourire. Il repart, il revient. Un bol de chocolat aux amandes. Ah, OK, là, j'étais contente. J'en mets dans ma sacoche et tout ça. Et ça ne s'est pas arrêté là. À un moment donné, avant qu'on puisse partir de la table, payer la note, il avait repassé une 3e fois derrière moi. Il avait laissé un sac
tomber sur mes genoux. J'ai fait comme ça, plein de chocolat aux amandes. Alors, pendant toute ma tournée, j'ai distribué des chocolats aux amandes de Ludovic. Mais ça, c'est parti d'un compliment descriptif. C'est puissant. Ça touche directement l'estime de soi des enfants. Si vous voulez faire un sportif plus tard, vous voulez faire un artiste, bien, complimentez toujours dans ce domaine-là. Mais vous allez voir que, idéalement, ce serait mieux qu'on fasse des compliments dans tous les domaines pour qu'ils développent toutes leurs habiletés, tout leur potentiel. Alors, il y a le thème des rôles. OK. Bon, 5 minutes doit être parti, là. L'avantage de l'approche, c'est qu'on a des ateliers de groupe. Il y a des guides, il y a des cahiers. On peut même le faire en autogéré. Un groupe de parents décide qu'ils apprennent la méthode. C'est à l'américaine. J'ai traduit ça de l'anglais. Adèle Faber, je ne sais pas si je devrais le dire, mais elle a 89 ans. Travaille encore là-dessus avec moi. On vient de faire le guide pour les enseignants ensemble. Alors, c'est les guides. Il y a le guide « Parler pour que les enfants écoutent ». Il y a le guide « Frères et sœurs sans rivalité ». Je ne leur ai pas parlé de ça. Frères et sœurs sans rivalité. OK, des petits trucs, OK? Les disputes entre les enfants. Les disputes entre les enfants. À chaque fois qu'il y a une dispute qui éclate, là, on se dit « Tiens, c'est encore le grand qui a taquiné sa sœur, OK? » On arrive toujours avec une idée préconçue, c'est qui le coupable? Ça ne marche pas. Quand on cherche le coupable, c'est lui, c'est elle, non, ça ne marche pas. Alors, l'idée, c'est d'arriver de façon neutre. OK? Et puis là, on va appliquer tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, l'écoute des sentiments. OK. La télécommande. La télécommande, OK. Le grand frère a pris la télécommande, il a commencé à écouter une émission, il y a une petite fringale, pose la télécommande. Et puis là, il s'en va chercher son petit truc à la cuisine, puis la petite sœur, elle arrive, elle est libre, la télécommande. Donc, elle commence à zapper comme ça, il se trouve une autre émission, puis là, le frère arrive, bien sûr, puis la chicane éclate. Donc, vous arrivez sur le lieu du crime. On intervient pour 2 choses. Préserver notre santé mentale, puis les empêcher de s'entretuer. OK? Alors, on arrive là, puis la première chose, c'est « Hey! Je vois 2 enfants qui sont très en colère. » On pose le truc tout de suite, OK? Ou bien ça peut être « Oh! Il y en a un qui est en colère, puis l'autre, elle a l'air triste, elle pleure. » Alors, on écoute les sentiments des 2, OK? Et puis après ça, on développe. C'est vraiment bon. Vous voulez développer l'empathie? La meilleure façon de développer l'empathie chez les enfants, quand il y a un problème entre des enfants, tous les enfants devraient être sur place pour entendre ce que l'autre a à dire. Puis les enfants, on ne pose pas la question « Comment tu te sens? » C'est pas ça l'empathie, c'est pas comment tu te sens. C'est nous-mêmes, les adultes, on a besoin de nommer les sentiments pour eux. Et après, c'est cool parce qu'ils nous disent « Ouais, c'est ça » ou « Non, c'est pas ça ». Mais on est en train de parler la même langue, là. On parle quand même le langage des sentiments. OK? Et puis après, on déclare, OK, il y a une télécommande, puis vous êtes 2 qui la voulaient en même temps. Vous avez un problème. Non, mais c'est cool, hein? C'est pas l'adulte qui a le problème, c'est eux. Puis après, on les invite à trouver des solutions. OK, on a une dernière histoire. Non, il n'y a personne qui passe après moi cet après-midi. Excusez-moi. Les autres participants vont être jaloux un petit peu, j'aurais eu plus de temps. C'est l'avantage d'être la dernière, hein? Je me rappelle d'une maman qui a suivi un atelier avec moi, puis elle avait vraiment... Non, mais après qu'on a suivi l'atelier, puis on a des outils en main, là, mais croiriez-vous, on a même hâte qu'ils se disputent pour pratiquer nos habiletés. Alors, bien sûr, les enfants vont toujours nous donner des occasions de nous pratiquer, hein? Ça fait le lendemain, la chicane qui explose entre celui qui a 5 ans et celui qui a 3 ans. Et puis, c'est pour un nouveau camion que le plus grand a eu. Ça fait là, les cris, tout ça, ça pleure, OK? Puis là, maman arrive sur le lieu du crime. Ah, il y a un garçon fâché, ouais! Ah, puis il y en a un autre qui est triste.
On pose le truc, hein? Sentiment. OK? Alors, le grand qui continue à expliquer, qui dit c'est toujours comme ça. Quand j'ai des nouvelles choses, il les veut tout le temps, puis il faut tout le temps que je prête, puis j'aime pas ça, puis c'est mon camion, puis je l'ai eu pour mon anniversaire, puis je veux jouer avec. Ah, le oh, là, pas oublier, là. Première habileté que je vous ai expliquée, là. OK? Puis là, OK. Puis tu vois, quand tu fais de l'écoute des sentiments, tu te rends compte que c'est comme si c'est un gros ballon qui se dégonfle. Puis après ça, ça se calme. Puis la maman qui se retourne vers le petit, puis elle dit, « Ouais, toi, quand tu as vu le camion de ton grand frère, le nouveau camion, tu l'as trouvé beau, hein? Ça t'a donné envie de jouer avec, hein? » Non, mais on peut faire de la résolution de problèmes avec des petits trucs de 3 ans, hein? 2, 3 ans. Ça marche. Et puis là, maman qui dit, OK, il y a un camion, puis il y a 2 garçons qui le veulent en même temps. Vous avez un problème. Non, c'est la phrase clé. Vous avez un problème. OK? Et le plus grand qui dit, il dit, il peut aller jouer dans ma chambre, puis il me laisse jouer avec mon camion. Le petit est détalé à toute vitesse pour aller jouer dans la chambre du plus grand. Ordinairement, il n'avait même pas le droit de mettre le gros orteil dans la chambre de son grand frère. Quel adulte qui aurait pensé à cette solution? Les enfants vont penser à des solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Et même si vous y aviez pensé, vous aviez dit au plus grand, garde, laisse-le aller dans ta chambre. Ah non, ça n'aurait pas fonctionné. Le truc, il faut que ça vienne d'eux aussi. OK, j'arrête, je vous laisse.